Attendez une seconde. Ah, c'est ça. 32,7% de dividendes distribués à ses actionnaires pour l'année 2024. C'est ce qu'une entreprise européenne éligible au PEA va donner à ses actionnaires. Et petit teaser, je crois que nous avons affaire au record du monde. On aura aussi toutes les rubriques que sont la macroéconomie, les indices ainsi que les valeurs que vous m'avez demandé d'étudier. Et puis on finira par le plan de trading et les pépites. Voilà, c'est le programme du 35e épisode de l'hebdo de Ricardo et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Et aujourd'hui, on va prendre le contrôle d'une société totalement inconnue par les Français et qui nous délivrera peut-être un dividende absolument impressionnant. Et on va regarder ça tout de suite après le sommaire. On enchaînera très rapidement ensuite avec les rubriques habituelles de l'hebdo, qui sont la macroéconomie. Vous verrez que l'Allemagne et la France, il y a comme une distorsion qui se met en place. Et pour une fois, c'est pas l'Allemagne qui gagne et c'est la France qui s'en sort beaucoup mieux que nos amis allemands. Et puis on verra ensuite que les indices, on passera très rapidement dessus, les indices sont tous haussiers, il n'y a aucun signal de retournement sur les marchés pour l'instant, et ça devrait continuer comme ça encore quelques jours, quelques semaines, on verra bien. C'est à la suite qu'on pourra enchaîner sur la partie qui vous intéresse le plus, l'étude de vos valeurs, donc il y aura quelques valeurs à étudier. Vous verrez que c'est assez intéressant au niveau graphique, au niveau éducationnel, il y a pas mal de choses que je vais vous expliquer dans cette partie-là, qui me semble intéressant à retenir et j'essaye à chaque fois de vous donner un intérêt à cette vidéo. Et puis on terminera un peu plus longuement que d'habitude avec les pépites à trader. Vous verrez qu'il y a une nouvelle qui rentre et je vais être assez surprenant d'ailleurs sur les arbitrages sur le sujet, mais ça a une raison d'être qui me paraît assez intéressante. Et puis on finira avec le plan de trading où on fera le point sur celui qu'il y avait eu avant et puis on fera un nouveau plan de trading sur cette semaine sur une valeur que j'apprécie particulièrement et qui est dans les pépites. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'écho de Ricardo où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Allez, puis on attaque directement avec cette fameuse valeur qui aurait un dividende aussi incroyable. On va aller voir ça tout de suite et on commence par le graphe. Vous allez voir qu'elle est quand même assez intéressante sur d'autres choses que le dividende. Donc voici le graphique de cette valeur et cette valeur, à vrai dire, elle est haussière. Elle est haussière depuis son introduction en bourse qui est pas très vieille, qui date de fin 2022 et donc on est en début 2024. Donc voilà, ça fait une grosse année que la société a été introduite. Elle a été introduite autour de 20 couronnes. Je ne vous dis pas quel pays, mais si je vais vous le dire, c'est les couronnes norvégiennes. Et elle est montée à 140. Donc déjà, elle a fait x7. Ce qui est absolument étonnant, c'est qu'aujourd'hui, je la considère comme extrêmement peu chère. Donc ça, c'est encore plus incroyable. Et on la suit, je dirais, avec mes abonnés, avec mes élèves, surtout avec mes élèves d'ailleurs. On la suit depuis cette période-là, ici, où ça avait congestionné et qui nous intéressait. J'avais hésité à la mettre dans les pépites. Mais bon voilà, elle est partie vers le nord comme ça, et j'ai envie de vous dire, le graphique il vous donne envie quoi, il vous donne envie. Sauf que quand vous voyez le décrochage ici, tout trader classique vous dira non, attends, c'est pas bon ça, c'est très très mauvais. Ouais, on va regarder ça d'un peu plus près, puis vous allez voir que c'est assez surprenant. C'est assez surprenant parce que quand on passe en journalier, on se rend compte qu'il y a un truc qui s'est passé qui est assez bizarre et qui est techniquement, qui fait vraiment peur aux gens, qu'on soit très clair. Regardez bien, on a une accélération ici qui passe entre guillemets de 105, 106 à peu près 140 et puis on retombe avec un gap baissier gigantesque et puis une continuation de la baisse ici. Tout technicien digne de ce nom vous dira... moi je suis pas acheteur, ça me plaît pas du tout et ça m'intéresse pas du tout. Moi personnellement je peux vous le dire, c'est que cette oblique ici qu'on voit ici, celle-là elle m'intéresse et je trouve qu'elle est d'autant plus pertinente que elle a rebondi dans la semaine à ce niveau-là. C'est ce qui m'a donné envie de vous en parler parce qu'à vrai dire le trou qu'il y a de cotation ici c'est la distribution du dividende. Donc je ne rappelle pas les règles sur la notion de dividende, mais le dividende c'est on a un prix, on rouvre au prix ensuite sans les dividendes, donc à vrai dire on a enlevé, écoutez bien, 20 couronnes. 20 couronnes norvégiennes au cours. C'est-à-dire que cette valeur, au niveau de prix à peu près ici, c'est 20% de dividendes.
C'est un truc de fou. Donc, on n'est pas plus riche, on est bien d'accord, hein, qu'on soit très clair. Ce qui est important, c'est autre chose dans les valeurs de dividendes. Mais ce qui est super intéressant, c'est que cette société monte et distribue un dividende très important. Et graphiquement, elle renie rien de ce qu'elle avait, dans le ventre. Elle est haussière. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est le cas parfait concernant la société. Mais je vais aller plus loin, parce qu'à vrai dire, ce qui a été distribué au mois de février donc de cette année 2024, c'est le dividende de l'année 2023. Maintenant, je vais vous emmener sur un tableau de gestion qui est sur un site très connu et que les gens, je préconise quand même d'aller voir sur ce site, qui est Zone Bourse. Et vous allez voir que le tableau, il nous exprime des choses assez impressionnantes pour l'année prochaine. Donc le tableau en question, le voici, on voit les années, on voit pas mal de chiffres économiques divers et variés, et on voit ici les dividendes par action. Et on voit que pour 2023, c'est 1,449. Ricardo, tu t'es planté. Non, pas du tout, parce que c'est en dollars. Et la cotation que vous avez vue, elle est en couronne norvégienne. Alors je vais vous faire voir le cours de la couronne norvégienne au moment où j'enregistre. Voilà, le cours de la couronne norvégienne, il est autour de 10,58, et je parle bien en dollars par rapport à la monnaie couronne norvégienne. Ce qui fait que il faut multiplier par 10,58. Alors on va revenir dans le tableau, et on va prendre tous les chiffres en les multipliant par 10,58. Eh bien ça fait exactement ce que je vous ai dit, ça fait 19 couronnes, je crois que c'est 19 couronnes 96 de mémoire, le dividende. Regardez bien l'année prochaine. Ce qui va être distribué en février 2025. C'est 3,236. Alors on va faire un petit calcul, puis vous allez voir ce que ça représente. C'est très simple. Vous prenez donc le prix en dollars, vous multipliez par le cours de la couronne norvégienne en dollars, et puis ensuite vous allez diviser par le cours actuel de bourse pour avoir le rendement. Et à vrai dire, ça donne 32,7. Je répète, 32,7% sur le cours de bourse d'aujourd'hui, de dividendes promis, qui va être distribué l'année prochaine. Alors imaginons quand même qu'une catastrophe arrive, ça sera invalidé, évidemment. Mais par-dessus le marché, ce cours de bourse peut évoluer. Il peut monter, ils peuvent anticiper. Peut-être même si ça continue à suivre ce couloir que vous avez aperçu. Ça veut quand même dire que vous allez toucher en dividende l'année prochaine, si c'est respecté, je répète, c'est pas des conseils, c'est juste un constat. Vous allez toucher un tiers de la valeur du cours de bourse qui est actuel. Alors attention, qu'on soit bien d'accord, le cours de bourse, le jour où ce sera distribué, va baisser de 32%. Mais ce sera juste la distribution des dividendes. Mais comme le cours est haussier, j'ai envie de vous dire, je me suis intéressé. Et quand je me suis penché sur l'activité de cette valeur, je me suis dit, mais attends, c'est une value absolue, je vois pas pourquoi elle est à ce prix-là, et en plus pas très chère. Donc vous avez un dividende gigantesque, elle est pas très chère, et vous avez tous les éléments réunis techniquement pour dire, ça peut monter. À partir de ce moment-là, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais on peut toujours quand même dire, c'est quand même une société à s'intéresser. Alors faut savoir qu'elle vaut vraiment très très peu cher, elle vaut moins que certaines grosses valeurs du CAC 40, et c'est ça qui est le plus surprenant. Alors évidemment, vous allez me dire, ouais, je comprends pas, la valorisation c'est quoi, etc. C'est un truc assez complexe, mais souvent on s'appuie sur le PER, alors, le PER de cette valeur est inférieur à 4. C'est un truc assez hallucinant. Donner 32% de dividendes l'année prochaine avec un PER de 4, c'est complètement hallucinant. Les techniciens, ils le sauront, les fondamentalistes comprendront parfaitement ce que je dis. C'est en termes de valeur, je dirais, value, il n'y a pas plus value que ça. Donc vous voyez, on peut être intéressé par des valeurs qui sont pas spécialement croissance, mais qui ont vraiment des choses super intéressantes au niveau de leur business. Alors qu'est-ce qu'ils font ces gens-là ? C'est à vrai dire, le peuple norvégien, c'est un peuple du maritime. C'est vraiment un peuple qui sait gérer, je dirais les tempêtes, tout simplement, puisque c'était des Vikings, on connaît l'histoire. Mais les sociétés norvégiennes sont très fortes, je dirais, dans le offshore, dans le transport maritime. Et cette société-là fait du transport maritime et elle transporte des voitures. Tout bêtement. Elle transporte un peu plus de choses que des voitures. Et vous voyez, elle transporte des camions, etc., des wagons. Enfin bref, elle fait du transport maritime de pièces assez particulières avec des bateaux très particuliers. Et à vrai dire, cette société, moi, je la trouve assez exceptionnelle. Et c'est pour ça que je m'intéresse à elle. Et je vais vous donner son nom. On va juste basculer on est sur le site internet de la valeur, donc on va aller juste voir son nom en grand et vous allez comprendre qui elle est. Voilà, vous apercevez peut-être sur le bateau, qui est vraiment un bateau très particulier. C'est assez original comme bateau. Ça s'appelle OEG Autoliners. Et on va dire, cette société, dont le code est HAUTO, c'est une société qui est cotée à Oslo et qui vaut à peu près 105 couronnes norvégiennes à ce moment-là et qui va donc peut-être distribuer à peu près presque 33% de dividendes l'année prochaine, et puis c'est prévu 25 l'année suivante, et ils ont distribué déjà 20 cette année. Ce qui veut dire que en
3 années, ils ont quasiment distribué autant que la valeur de l'action. Alors si l'action en plus se maintient, bah, vous aurez une action gratuite. Alors peut-être que dans la 4e année, hein, c'est-à-dire qu'on va faire 2025, on va faire 2026, on va dire de fin 2027, distribuer tout début 2028, vous pourriez vous retrouver avec une action totalement gratuite. Il faudrait qu'elle vaille 0 pour que ce soit pas intéressant. Faut-il que tout soit réalisé? Je rappelle que je donne pas de conseils, c'est juste que je vous fais voir un truc qui est assez hallucinant. Alors quand je vois des gens qui vous disent que je fais du dividende, c'est génial, sur Apple parce que c'est génial, ou sur des valeurs américaines, vous regardez le rendement, il est de 1%, de 0,5%, de quasiment rien. Là, c'est gigantesque. Et c'est pour ça qu'il faut sélectionner ces valeurs. Puis c'est pour ça aussi qu'il faut comprendre ce que sont les dividendes. Donc je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais faite qui explique l'ensemble des dividendes, qu'il ne faut pas tout prendre en compte et de considérer que tout est bon dans la notion de dividende. Voilà, moi je trouve que cette société-là, dans le monde des dividendes, ouais, franchement, au niveau mondial, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui font aussi fort, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que celle-ci, elle est en Europe, elle est dans le PEA. Et je trouve qu'elle est très intéressante à regarder. Voilà, c'était la petite minute que je voulais faire sur une société absolument incroyable. Et je vais vous annoncer la chose suivante, c'est qu'elle va rentrer dans les pépites de telle manière à ce qu'elle puisse être suivie. Puis on verra bien dans le temps ce qu'elle donne. Puis on verra si dans un an, on a gagné de l'argent. Si vous aviez acheté à peu près à 105, on verra si on aura gagné de l'argent l'année prochaine. Il va falloir qu'elle monte un petit peu quand même, parce que sinon ce sera juste un transfert d'argent. Et en aucun cas une victoire sur votre compte en banque, puisque je rappelle quand même, et juste si vous n'allez pas voir la vidéo, je vous dis juste quand même une chose, c'est qu'un dividende, on l'enlève du cours de l'action. Donc à partir de ce moment-là, c'est comme si vous aviez un compte bancaire sur lequel vous retiriez de l'argent sur votre guichet automatique. Ça vous fait pas être plus riche, c'est juste que l'argent est transformé du compte bancaire vers votre portefeuille. Donc ça n'a strictement aucun intérêt, mais je trouve que le dossier est intéressant sur d'autres sujets. Donc à partir de ce moment-là, on va la rentrer, puis ça nous permettra de la suivre. Voilà, c'était le cas OEG Autoliner, et puis si vous voulez bien, on va continuer la vidéo avec les rubriques habituelles, et on va attaquer directement avec la macroéconomie. Allez, c'est parti. Et puis vous savez quoi, on va commencer par la semaine dernière, hein, on reprend à partir du 19 février, et on va commencer par un grand cocorico, et on est en train de battre à plat de couture un pays qui nous a toujours regardé de haut. Il s'appelle l'Allemagne, et aujourd'hui, ceux qui mangent leur pain noir, c'est bien les Allemands, et on va regarder ça tout de suite. Alors on va passer sur lundi où les Canadiens étaient en jour férié, et on attaque dès jeudi, hein, puisque finalement il ne s'est rien passé jusqu'au jeudi, et on voit quoi? On voit les PMI, donc c'est les indicateurs avancés. Les indicateurs avancés PMI, c'est en gros, on interroge les directeurs d'achat, et on leur demande ce qui va se passer dans le futur, et c'est vrai que c'est un indicateur pour les gens qui ont avancé, puisque les directeurs d'achat donnent un peu la tendance sur les achats de leurs entreprises. Et en France, on a donc, si vous voulez bien, une perception qui était la légère remontée, puisque les prévisions étaient légèrement à rehausser le niveau de PMI, et finalement, il est très fortement haussier, il repart vers le haut. Alors, il est encore en dessous de 50, il faut savoir qu'on est toujours en contraction quand on est en dessous de 50, donc on est en contraction, mais beaucoup moins forte. Et vous voyez que 48 par rapport à 45 sur la partie service, et presque 47 par rapport à 43 sur la partie manufacturière, on a un gros redécollage, ou en tout cas un amortissement beaucoup plus fort sur la France. Et qu'est-ce qu'on voit juste en dessous? Les Allemands. Et les Allemands, ils sont à 45,5, ils prévoient 46,1 et ils prennent 42,3 dans la figure. Ça, c'est violent. C'est extrêmement violent. Et je peux vous dire que la perception qu'on peut avoir sur l'Allemagne et des choix qu'ils ont fait, alors vous savez, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez très bien ce que je pense de l'Allemagne. L'Allemagne a fait des conneries et ils vont les payer longtemps. Ils vont les payer très longtemps. Même si ils sont pas bêtes, je pense qu'ils vont remonter, c'est mon sentiment pour l'année, mais c'est pas gagné. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les chiffres ne me donnent pas raison pour l'instant, puisque les chiffres sont catastrophiques, et vous allez voir que c'est pas fini sur le dossier allemand. Et puis comme on a fait ça en France et en Allemagne, on voit aussi que nos amis américains ont sorti aussi leurs chiffres, et leurs chiffres sont un petit peu moins bons, un peu meilleurs. Donc globalement, c'est stable, le manufacturier remonte un petit peu, le service baisse un peu, et ça intéresse les marchés quand ça baisse un peu, puisque ça reste supérieur, c'est très supérieur à l'Europe, c'est en développement, qu'on soit très clair. Mais au niveau des services, on se retrouve dans une situation où ça se calme un peu, et donc ça plaît au marché. Voilà pourquoi le marché, il baisse pas, quoi. Voilà, tout simplement. Et puis on a un chiffre sur les ventes de logements, alors que les taux sont forts, et que tout le monde nous explique que ça va être l'effondrement, mais pour l'instant, l'activité logement, elle est de plus en plus bonne, puisque regardez bien, on avait 3,8 le mois d'avant, on prévoit presque 4, et on fait 4.
Donc voilà, les États-Unis, il se passe strictement rien, mais vous savez très bien, pour ceux qui suivent ces hebdos très régulièrement, que je ne vois pas de crise et j'en vois pas. Alors attention, qu'on soit clair, en Europe ça va pas très fort, mais c'est pas une crise, c'est un atterrissage en France et en Europe, et puis c'est l'avion vole toujours aux États-Unis, et c'est les États-Unis qui tiennent le monde. Allez, on enchaîne avec la fin de semaine et d'autres chiffres. Et qu'est-ce qu'on voit dans les autres chiffres vendredi? Eh bien, c'est l'officialisation ici que le PIB allemand est en récession, puisqu'on a 2 trimestres de suite en négatif, et finalement, nous sommes logiques. L'indice IFO du climat des affaires allemand est morose, évidemment, mais en plus, ce que vous avez vu, c'est que les PMI étaient très fortement négatifs, donc ça veut dire que ça va continuer. L'Allemagne a du mal à remonter. Je vous dis, je pense qu'à un moment donné, ça va rebondir, peut-être plutôt sur la fin d'année, peut-être sur le 2e trimestre, mais pour moi, l'Allemagne, voilà, tout est dit, et le prix je dirais de l'énergie y est pour beaucoup. Il faut savoir qu'il y a quand même énormément de sociétés qui investissent, des sociétés allemandes qui investissent aux États-Unis pour aller chercher les primes américaines, mais surtout, parce qu'en Europe, et surtout en Allemagne, et voilà, ils ne sont plus compétitifs. Et ça va faire des mouvements assez impressionnants dans les arbitrages, je dirais, des investissements des grandes sociétés mondiales. Allez, on enchaîne avec la semaine que nous avons commencé ce lundi. Et on voit qu'aux États-Unis, les logements neufs se vendent très bien. Ça a légèrement baissé, mais c'est supérieur au mois précédent. Donc voilà, tout va bien. Tout va bien, toujours aux États-Unis. La confiance des consommateurs, elle, par contre, s'est tassée. Alors, je pense qu'il y a quand même une idée sur la notion de confiance des consommateurs, c'est que comme ils ont un peu pioché dans les économies qu'ils avaient faites avec le Covid, là, ils commencent peut-être à faire un peu la tête, mais le chiffre reste supérieur à 100, donc il est quand même très très intéressant. Donc ils ont un peu moins confiance, mais enfin, ils ne sont pas en déprime totale. C'est quand même un pays et un peuple très positif. De toute façon, pour rendre un Américain négatif, il faut qu'il se passe vraiment quelque chose de grave. Et vous avez, pourquoi ils n'ont pas à être négatifs? Parce que vous avez le chiffre juste derrière. Le PIB du trimestre 4 est tombé, c'est une prévision, mais il est prévu à 3,3 et ils annoncent plutôt un 3,2. On vient de 4,9, mais c'est 3,3, c'est gigantesque. Nous, en France, vous allez voir que c'est juste au-dessus du niveau d'eau, quoi. Et nos amis allemands, les Anglais, sont en récession. Donc voilà, les Américains se développent fortement. Et je m'étonne toujours de voir des gens crier au scandale des taux d'intérêt américains, mais les taux d'intérêt américains, à ce niveau-là, il n'y a strictement aucun problème. Ils ont la production du PIB qui peut soutenir ces taux-là. C'est nous qui avons un problème. Avec des taux au niveau où on est, avec une récession en cours, sur des grands pays européens, seule la France tient. Sincèrement, c'est quand même un souci. Donc voilà, on va enchaîner avec jeudi. Jeudi, donc c'était hier. Et jeudi, qu'est-ce qu'on a? On a les inflations qui sont tombées, sont légèrement en train de remonter. C'est léger, faut pas paniquer. C'est juste des effets de momentum. Le momentum, c'est quoi? C'est les chiffres de l'an dernier qui retombent, qui ressortent. Et ça fait des mouvements, je dirais, dans les variations de nos stats. Mais il n'y a rien de particulièrement dangereux et de grave sur le sujet. Et on a surtout quelque chose qui a été validé, c'est le PIB annuel français qui nous dit, voilà, on finit à plus 0,7 et on sort un trimestre 4 à plus 0,1. Alors on est juste au fil de l'eau puisque le trimestre précédent était à moins 0,1, on sort 0 sur la deuxième partie. Ouais, mais enfin bon, voilà. Nous on est au-dessus. Les Américains, les Allemands sont en dessous. Et là, c'est cocorico à tous les niveaux. Les PMI sont meilleurs en France, voilà, à tous les niveaux, la France est meilleure. Et puis on a, je dirais, l'inflation allemande qui est juste derrière, à 0,4. Elle est un peu inférieure à ce qui était prévu, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, ça se calme au niveau inflation, au niveau des Allemands, mais c'est aussi révélateur, l'écart entre la France et les Allemands, c'est tout simplement que les Allemands sont en récession. Et il faudrait bien faire attention qu'ils ne tombent pas dans une récession, avec en plus une déflation. Parce que là, je vous le dis tout de suite, c'est gravissime. Mais entre nous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? On est en train de vivre lentement une nipponisation de l'Europe, une japanisation de l'Europe, puisque tout simplement, baisse de la démographie, blablabla. On a tous les éléments japonais qui sont en train d'arriver sur l'Europe, et notamment dans des pays qui sont suffisamment racistes pour pas accueillir d'immigration. Et du coup, la population ne fait plus d'enfants, et à un moment donné, ça va mal se passer. Et là, je vois tout le monde s'exciter sur la notion de démographie. Moi, je sais que ça fait un moment que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, et je peux vous dire que les voyants sont au rouge depuis longtemps, et le premier des pays sur le sujet, c'est la Chine. Mais ceux qui me suivent régulièrement le savent très bien. On enchaîne avec le chiffre qui était attendu cette semaine, où tout le monde avait peur, tout le monde criait « Oh là, ça va être catastrophe ». Finalement, tout est équi. Alors souvent, les Américains, il y a un écart. C'est rare que ce soit équi. Et ils avaient prévu 2,8
et puis 0,4, ils ont fait 2,8 et 0,4. Bon, ça remonte un peu, hein, on voit bien le 0,4 par rapport au 0,1, ça a remonté un petit peu, mais sur l'année, globalement, tout va bien, on est en train de baisser, ça atterrit tranquillement. Je vous le dis depuis longtemps, là aussi, la partie inflation de la macroéconomie n'est plus un problème, et ça n'empêchera pas les taux de se maintenir, parce que les taux se maintiennent grâce à une progression, je dirais, du PIB, et notamment aux États-Unis, qui est très importante. Faut pas oublier qu'il faut financer la dette qui est provoquée par tout ça, hein. Et tout simplement, les taux d'intérêt qu'il faut, c'est juste pour payer tous les gens qui veulent bien prêter, mais ils veulent prêter avec un rendement. Voilà, ça s'appelle les taux d'intérêt. Et puis on termine la semaine avec les chiffres qu'on a vu tomber ce matin, ce vendredi 1er mars, et tout simplement le PMI manufacturier chinois. Alors ça fait longtemps que ça dure, mais c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Et il est toujours aussi bas, et il ne remonte pas au-dessus de 50. Donc voilà, la Chine annonce qu'elle fait des progressions de PIB énormes, mais par contre, le PMI, lui, il baisse. Il va falloir qu'on m'explique parfois un petit peu comment ils arrivent à faire des calculs aussi bizarres. On connaît la réponse, c'est totalement faux. Enfin bon, c'est comme ça. Et puis on a de nouveau des PMI, je dirais, manufacturiers, qui expriment clairement l'écart. Regardez, 47 à 42, voilà, hein, c'est pas un match de basket, mais entre nous, voilà, la France domine ou est moins mauvaise, en tout cas, que l'Allemagne. Et il faut savoir que quand même la France remonte par rapport au 43 et le 45 devient 42 chez les Allemands. Donc ils avaient prévu 42,3, un peu mieux. C'est pour ça que vous voyez du vert, mais à vrai dire, il faut regarder par rapport à ici, qui est l'ancien chiffre. Ouais, ça tombe, tout simplement. Et puis on a, il y a peu de temps, hein, parce que j'enregistre ce matin, on a l'inflation européenne qui est tombée sans surprise, légèrement au-dessus de ce qui était prévu, mais en dessous de ce qu'on avait le mois précédent. Donc on est bien dans une baisse de l'inflation. Et en Europe, je vois pas pourquoi la montrer, parce que sincèrement, il n'y a aucun élément macroéconomique qui voudrait la faire remonter. Sincèrement, je vais vous faire un petit pari. On verra les chiffres. Je termine, on verra les chiffres américains cet après-midi si c'est vraiment violent et que ça change. Je vous ferai un update. Mais on a une hypothèse qui commence à apparaître et qui me paraît intéressante. C'est peut-être que pour une fois, et c'est super rare, hein, je vous le dis tout de suite, on aura peut-être Christine Lagarde qui baissera ses taux d'intérêt. Donc la BCE, l'Europe, baissera ses taux d'intérêt avant les États-Unis. Et pour ça, il va falloir que le cours du pétrole soit maintenu à un niveau pas trop élevé. Donc j'ai envie de dire, pour l'instant, ça donne envie de dire que peut-être que Lagarde va baisser avant Powell. Mais c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné. Normalement, on est suiveur. Mais c'est pas sûr que ce coup-ci, ça se passe comme ça, parce qu'on a vraiment besoin de retrouver un taux d'intérêt plus faible. On est en récession sur des grands pays. J'ai pas vu les chiffres passer de l'Angleterre, mais l'Angleterre est en récession aussi sur 2 trimestres suivants, donc elle est officiellement en récession. Voilà, j'en ai terminé avec la partie macroéconomique, on va enchaîner avec les indices, et on va voir que toutes ces nouvelles macros, écoutez, ça leur plaît, tout est bien, tout est rose, et ça continue. Allez, c'est parti pour les indices, on passe vite fait dessus. Et donc on attaque avec le CAC 40 qui est à son sommet historique, et on a touché la petite oblique que je vous avais tracée, je la remets ici, vous voyez, cette petite oblique-là. Je suis pas convaincu qu'elle tienne longtemps, mais bon, on verra bien si dans le futur elle est expressive. Mais bon, sincèrement, entre nous, on n'a pas encore tapé le 8000 officiellement. Moi, je pense qu'on va y aller. Donc le 8000 est juste au-dessus. Hop, j'agrandis, il est juste là. Donc bon, bref, je pense qu'on va y aller. Et après, on verra bien comment ça réagit. Pour l'instant, franchement, dites-moi qu'il y a un problème sur le graphique. Moi, je vois pas. Mais il paraît que ça va s'effondrer. Oui, t'inquiète pas, ça viendra, un jour ça viendra, mais pour l'instant c'est pas le cas. Allez, on va aller voir en hebdomadaire rapidement. Donc en hebdomadaire, je dirais que la semaine a été complètement neutre, après une grosse accélération la semaine dernière, on est en train de travailler ce niveau-là, on verra bien comment ça se passe. J'ai envie de vous dire, rien à signaler, tout est beau, tout est magnifique, c'est Goldilocks, et je pense que ça peut encore continuer un petit peu, même si ça sent la fin, hein. Ça va pas monter tout le temps, il va bien falloir qu'on corrige ça à un moment donné, et j'ai une petite idée sur l'idée au moment où ça va se passer. J'ai envie de vous dire que Jérôme Powell va intervenir, la Fed va se réunir, je crois que c'est le 20 mars, vous pouvez noter déjà la date, vers le 20 mars, il pourrait se passer des choses bizarres autour de la mi-mars. Voilà, c'est le prochain objectif. Sincèrement, moi j'attends la baisse, je la vois pas venir, donc pour l'instant, on reste investi, on observe, on gagne, et puis on verra bien quand on verra que ça se retournera. Allez, on va aller voir vite fait en Allemagne ce qui s'est passé sur le DAX. J'imagine que c'est pas à peu près pareil. Voilà, vous voyez la petite oblique que je vous disais sur le DAX, là, elle a été bien respectée et bien cassée, donc elle était tout à fait expressive. Et puis elle a cassé une autre oblique un peu plus ancienne, on va aller la voir tout de suite. Voilà, regardez, c'est le couloir haussier qui est vraiment historique sur le DAX, qui est en train de se faire casser. Alors, il faut vraiment valider, faudra le valider en mois de février. Au mois de mars, hein, donc c'est pas gagné parce que vous pouvez avoir une accélération et puis faire ce qu'on appelle un marteau,
et ce serait peut-être un marteau qui permettrait d'aller retrouver des niveaux un peu plus modérés sur le sujet. Mais je vous rappelle que tout ce pays est en récession et on voit rien dans les cours, quoi. Donc on joue la baisse des taux sur les valeurs européennes, mais bon, il y a la récession, faut quand même pas l'oublier. Donc je pense quand même qu'il y a des petits retours de bâton qui devraient arriver, même si je suis pas du tout inquiet globalement pour l'instant sur les marchés. Donc voilà pour le DAX, et en mensuel, on verra bien ce que ça donne. Et vous avez vu qu'en hebdomadaire, il n'y avait rien de particulier. On va aller voir chez les Américains, si par hasard c'est complètement l'inverse, et vous devinez un petit peu la suite. Voilà, on se remet en hebdomadaire pour tout simplement constater qu'il n'y a strictement rien à attendre de ce marché en termes de correction. J'ai envie de vous dire, on va juste mettre une petite oblique histoire de voir si elle est tenue, mais ça s'arrêtera là et on passera à autre chose. Donc je vous la mets en pointillé parce qu'elle est peut-être pas encore parfaite, mais là voici. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a un contact ici, donc voilà, elle est plutôt pertinente. Donc tant qu'on est au-dessus de ça, tant qu'on monte, voilà, mais rassurez-vous, à un moment donné, ça va s'arrêter. C'est pas possible, ça fait depuis mi-octobre qu'on monte. C'est impressionnant. N'oubliez jamais que quand ça baisse, ça peut baisser aussi longtemps. Et c'est ça que les gens veulent pas retenir, c'est qu'ils croient que les baisses durent 15 jours et que les hausses durent 6 mois. Ouais, ça peut arriver, mais c'est pas toujours le cas. En tout cas, pour l'instant, tout est haussier. Allez, on finit avec le Nasdaq pour voir ce qui se passe. Bon, bah voilà, on a fait le tour, tout simplement. Le Nasdaq est toujours au-dessus. Il est au-dessus de 18 000. Je sais pas où il veut s'arrêter. On sait pas. On verra bien. Peut-être qu'il fera la même forme graphique que ce que vous voyez ici pendant plusieurs mois. On n'en sait strictement rien. Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucune alerte sur la chose. Tout est tenu, malgré parfois des mauvaises nouvelles, mais tout tient. Et pour l'instant, on est tranquille, tout va bien. Allez, j'en ai terminé avec les indices, et puis on va enchaîner avec la partie qui vous intéresse le plus. C'est la partie des valeurs que vous m'avez donné à étudier. Il y en a assez peu cette semaine. Donc je vous invite quand même à mettre des commentaires, à mettre les valeurs que vous voulez que j'étudie, de telle manière à ce que je vous les fasse pour la prochaine fois. C'est comme ça qu'on fonctionne sur cette chaîne, et c'est la partie qui vous concerne tous. Et n'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, on enchaîne tout de suite après le disclaimer et le biblio, comment faire pour retrouver les valeurs que j'ai étudiées il y a peu de temps. Et on se retrouve tout de suite après. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Alors pour profiter de toutes les informations qu'il y a avec la biblio de Ricardo, sur l'année 2023 il y a eu plus de 300 valeurs étudiées, eh bien vous allez sur la chaîne par le biais du menu YouTube que voici juste devant vous. Et vous allez dans la barre de recherche trouver votre chaîne préférée fondamentalement bourse. Elle apparaît assez rapidement, vous cliquez dessus et vous arrivez dessus ici. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et activer la petite cloche qui va bien, de telle manière à ce que vous puissiez avoir toutes les notifications de toutes les vidéos qui sortiront dans le futur. Ensuite, vous cliquez sur la chaîne et vous arrivez sur le menu de la chaîne et vous allez cliquer sur la petite loupe qui est ici pour y mettre la valeur que vous recherchez. On va prendre l'exemple de la meilleure valeur de l'année dernière, de 2023, qui est Red Delphi. Et vous cliquez et vous voyez qu'apparaissent les deux vidéos sur lesquelles Red Delphi a été cité. Voilà comment vous pouvez trouver toutes les valeurs qui vous intéressent dans la chaîne. Vous pouvez aussi taper le code de la valeur, c'est beaucoup plus fiable. Une faute d'orthographe est vite venue. Voilà, n'hésitez pas non plus à regarder la date à laquelle a été faite la vidéo. S'il y a plus de 3 ou 4 mois, vous pouvez me demander une mise à jour. Voilà, je vous laisse maintenant à la vidéo et profiter des nouvelles valeurs que nous étudions tout de suite. Voilà, puis pour compléter cette information sur la biblio qui est vraiment hyper intéressante, vous allez voir comment ça fonctionne, faites un petit retour, parce que je sais qu'il y en a plein qui zappent cette partie-là, mais elle est vraiment importante. Et vous pouvez trouver plein de valeurs qu'on a déjà étudiées, vous me proposez vos valeurs suite à l'observation de cette biblio. Et puis je vous le dis aussi, on ne fait pas d'américaine, on se spécialise sur cette... Voilà, c'est un des credos, c'est une des stratégies que je mets en avant sur le sujet, qui est de se spécialiser sur une typologie de valeurs, et donc on s'intéresse à l'Europe PEable, et c'est déjà très largement suffisant pour s'amuser comme des petits fous sur les marchés financiers, et avec des très très belles sociétés. Et on va attaquer avec une qui a bien souffert, mais qui visiblement est en train de rebondir, elle s'appelle Guerbet, et c'est Alain qui nous l'a proposé. Allez, c'est parti. Voilà, donc on regarde en mensuel le dossier il a rebondi ces derniers mois sur un niveau intelligent, autour de 15 €. Il y a un peu de dividendes dessus, peut-être pas, non, ça n'a pas beaucoup d'importance, on s'en fout des dividendes, ça n'a aucun intérêt. Et on a un rebond très fort, et que Alain a dû percevoir avec pas mal de volume, et je dirais qu'il me pose la question, savoir un petit peu ce que j'en pense. Et j'avoue que Guerbet, alors c'est passé de 90 dans les années 2017, c'est tombé à 15, faut quand même dire ce qu'il est. Quand on entend les gens dire qu'il faut faire du DCA sur action,
Je sais pas, mais enfin, faut arrêter quoi le décès. Alors ceux qui savent pas, bah ne vous intéressez surtout pas à ça, c'est une catastrophe ce truc-là. Et c'est juste fait pour des gens qui veulent. Enfin voilà, bon, bref. Mais ce qui est super intéressant, c'est que bah, à 15, bah, déjà c'est un peu moins bête d'acheter là, mais il y a des bonnes raisons de la faire remonter. La question c'est à quel niveau, j'imagine Alain, c'est ça que tu me demandes, c'est est-ce que ça peut remonter plus haut? On va regarder ça tout de suite, mais je dirais qu'il y a un niveau là, à 45 euros là, qui devrait être travaillé fort et qui peut être travaillé longtemps. Quand on est en mensuel, ça peut être peut-être plusieurs années, hein, qu'on soit très clair. Mais on n'y est pas. Ça a monté fort, c'est en train d'attaquer un nouveau mois, puisque bah voilà, c'est le premier jour du mois, c'est ici. On va aller voir un petit peu ce que j'en pense, mais graphiquement en hebdomadaire, il y a des choses intéressantes à regarder. Voilà, donc en hebdomadaire, qu'est-ce que j'ai vu? Moi j'ai vu une oblique ici qui est avec des impacts très nombreux. Et il se trouve qu'il y a un impact ici, j'agrandis pour ceux qui ne voient pas très bien. On a un impact quasiment parfait ici, avec, je pense, une période de latéralisation, de baisse légère qui suivrait l'oblique pour ensuite la casser. Et c'est là qu'il faudrait intervenir. J'ai envie de dire, celui qui s'intéresse à Garbet, bah pour l'instant c'est trop tard, on observe, on regarde. Ça peut baisser longtemps, regardez bien si ça, là, ce niveau de support est respecté. Alors c'est plutôt une zone. Si ça descend ici, bah, les points de contact sont là. Mais imaginez que ça tape ici, ça rebondisse ici, etc. Bah, l'investisseur, il va pas être très content parce qu'il va mettre du temps à gagner. Puis ça va revenir sur son prix d'achat avec un risque de retomber. Mais par contre, le trader, lui, va s'amuser. Voilà, donc c'est peut-être ce qui va se passer dans le futur. Vous observerez le dossier parce que sincèrement, Gearbest, c'est un dossier qui, fondamentalement, c'est justifié ce rebond là. Il est justifié, hein, c'est un x2 quand même, hein, donc c'est quand même pas négligeable. Et ce x2, il est dû à quoi? Bah, une boîte qui allait mal, dans le médical, un peu dans l'imagerie médicale, et qui a eu beaucoup de mal à se remettre du Covid, pour des raisons diverses et variées. Et j'ai envie de vous dire, le secteur médical en général a été tellement acheté pendant le Covid qu'il a été survalorisé, et puis bah maintenant, ça retombe. Mais Gearbest, c'était pas trop son cas. Et Gearbest a des soucis de rentabilité qu'il est en train de résoudre, et le marché est en train d'exprimer le fait que ça a l'air d'être bien résolu. Donc j'ai envie de vous dire, bah ouais, c'est pas mal Gearbest. Alors je suis pas un grand fan dans ma stratégie à moi, puisque je trouve qu'il y a des petits éléments qui me manquent, mais pourquoi pas, effectivement, je vais changer le graphe, mais pourquoi pas, effectivement, aller accélérer, aller chercher les 45, on passerait de 15 à 45, ça ferait un x3, après je trouverais ça cher. C'est pas que c'est pas cher, en gros pour moi c'est au bon prix là. Donc aller là ça serait cher, mais cher c'est pas grave, hein, ça arrive en bourse, hein. Ce qui est important c'est d'entendre, voilà, ici c'était vraiment bradé, mais il n'y avait pas de raison de rebondir. Il y a eu des news qui ont permis aux investisseurs de revenir. Je vous rappelle qu'on est tous des moutons, hein. Nous on fait que de suivre ce que font les gros, hein. Donc à partir de ce moment-là, j'ai envie de te dire, bah ouais, à observer sur un point d'entrée qui est pas spécialement le meilleur, en tout cas, ce qui est mon avis, parce que tu peux te retrouver invalidé en dessous, et là tu es acheteur à 29, tu es invalide autour de 20, tu as quand même perdu la moitié de ton argent. Donc c'est pour ça qu'il faut chercher son point d'entrée. Et pour l'instant, je trouve que Gearbest, c'est pas le sujet. Allez, on enchaîne avec une autre société qu'on m'a demandé, une petite nouvelle qui s'appelle Ingrid et qui m'a demandé un dossier que je n'ai pas étudié. C'est bien, vous avez regardé la biblio. Elle s'appelle NetGem. Alors, je précise quand même par rapport à biblio, je suis insistant sur le sujet, mais si ça a 3-4 mois d'ancienneté, bah, vous n'hésitez pas à me relancer sur un dossier. De telle manière, à ce que je vous le réétudie, il n'y a aucun souci. Voilà, on va aller voir NetGem. Personne ne me l'a demandé. Merci Ingrid pour ta question. Alors, voici le graphe sur très longue période. Je fais exprès de te mettre ça pour que tu sois bien cadré, mais regarde, hein, tous ceux qui ont investi, globalement, ils n'ont pas gagné d'argent. Si on rajoute les dividendes, il n'y a pas grand-chose. Alors pour les dividendes, je vous rappelle qu'il y a une vidéo sur les dividendes, vous allez la voir, vous comprendrez ce que je viens de faire. Mais on revient ici pour faire l'analyse claire sur le sujet, et on va agrandir évidemment, parce qu'on n'est quand même pas rabat-joie. Et tu vois que ici, on est quand même 2008 jusqu'à aujourd'hui, hein, ça fait 15 ans que ça baisse, ça monte jamais. Quand ça prend des claques, ça prend des grosses claques, et quand ça remonte, c'est des remontées qui vont pas. Regarde, ça poum, 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 et ici, retomber. Ça retombe tout le temps. Pourquoi? Parce que NetGem, c'est des promesses pas tenues. C'est tout simple, c'est tout bête la bourse. Ils promettent et ils respectent pas leurs promesses. Eh ben, vous savez quoi, les gens, ils veulent plus y aller. Et quand vous faites ça, les gros investisseurs, vous savez, ils se font avoir une fois. Ah ouais, je vais gagner des sous. Ah, ok, j'achète. Ok. Hop, ah bah non, finalement, on n'avait pas gagné. Badaboum. Vous savez quoi, l'investisseur, il revient pas. Et comme il y en a eu plein de fois, bah, je peux vous dire qu'il n'y a plus personne qui y croit en eux. Et personne n'achètera tant qu'ils n'auront pas des vraies news, des vraies news intéressantes. Et moi, je peux te dire, Green, il n'y a pas de news.
Il n'y a pas de bonne news, il n'y a rien du tout. Alors, techniquement, oui, c'est le bon moment ici, en mensuel, etc. Mais je vais te faire un petit laïus sur une forme graphique que les traders aiment bien dans l'autre sens. C'est ce qu'on appelle la tasse et la hanche. Tu tapes sur Google, tu trouveras rapidement, il n'y a pas de souci sur le sujet. Voilà, ça c'est une tasse. Et ça c'est la hanche. Et là, ça latéralise pour casser vers le bas. J'ai peut-être tort, hein. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est le moment qu'il faudrait acheter si tu es trader. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est dangereux, quoi. C'est super dangereux, ils tiennent pas leurs promesses. Et puis, c'est pas des grands chiffres, hein. Enfin, franchement. Et ça fait très longtemps. Mais ça, c'est pour. J'imagine que tu es des nouvelles, hein. Les gens qui me regardent sont plutôt des nouveaux. Ça fait très longtemps que j'entends des gens vanter les mérites de Nedgem sans arrêt. Et sans arrêt, ils se font bananer. Il faut noter historiquement qui sont ces gens-là et de les fuir de manière définitive parce que, sauf au moment où le graphe t'exprime quelque chose et tu dis ah tiens, il s'est passé quelque chose, il y a des investisseurs qui s'intéressent. Et aujourd'hui, il n'y a strictement rien. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut fonctionner Ingrid. Si tu veux bien, on va regarder en hebdomadaire quand même, s'il y a quelque chose à faire, tu verras que je suis à peu près dans la même idée. Alors la seule différence, c'est qu'il y a une oblique ici en hebdomadaire qui a l'air assez évidente, tu vois, c'est renvoyé violemment à chaque fois, hein, ici, et il y a un petit rebond, bah oui, évidemment, ils ont vu, hein, les traders ont vu ça, ils vont acheter et puis revendre là, voilà, il y a 7-8%, enfin, ça n'a aucun intérêt à mon goût. Il faut chercher des valeurs qui peuvent monter et monter longtemps. Ça vous permettra de vous économiser et de ne pas vous fatiguer autant que vous faites sur les graphiques. Et puis, cette oblique-là a été achetée parce que tu la vois bien, elle est très simple. Mais bon, voilà, on est tout près de... Enfin, voilà, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Et ça intéresse peu de monde. Et je dirais que les volumes que tu vois en dessous sont apathiques et ça veut tout dire sur le sujet. Voilà, donc pour moi... Et ce n'est pas du tout des conseils, je vous rappelle que je ne donne aucun conseil, c'est juste mon avis, mon ressenti, et je pense que c'est un dossier qui n'a aucun intérêt. Voilà, je te remercie Ingrid, n'hésite surtout pas à m'en redonner des valeurs, et puis si d'autres veulent faire aussi, me questionner sur d'autres valeurs, n'hésitez surtout pas. On va enchaîner avec une valeur qu'on m'a demandé, mais on va partir à l'étranger, et on va repartir dans un pays que j'adore, et que je pense que la personne qui m'a demandé le sait, et c'est la Norvège. Et la société en question que Pierre m'a demandé, donc c'est AGAS, donc en Norvège ça s'appelle Avens, il n'y a pas de D, donc c'est pas Advance, c'est Avens Gas Holding. C'est une société qui fait du transport de gaz de GPL. Alors je ne sais pas la différence entre le GNL et le GPL, gaz de pétrole liquéfié, par rapport au gaz naturel liquéfié. Bon, pour moi c'est à peu près le même principe. En tout cas j'imagine que c'est à peu près les mêmes marchés et on voit bien que ça a profité de vous savez de quoi, hein. On a le crack du Covid ici, et puis ensuite on a l'explosion, c'est simplement le prix du gaz qui a explosé. C'est assez étonnant que ça corrige que maintenant, parce que le gaz est extrêmement plus bas, mais bon, visiblement la société a tendance à à bénéficier plus longtemps que prévu, je dirais, des prix du gaz et donc du transport, donc il y a peut-être eu des sollicitations plus importantes auprès de cette société pour transporter. On est encore dans le maritime, hein, en Norvège. Hein. Vous voyez, hein, c'est un secteur fondamentalement, tout le monde s'en fout en France, alors que c'est une industrie de pointe pour les Norvégiens. Enfin, vous savez, l'analyse fondamentale, c'est pas que des chiffres. Moi, je trouve que c'est un secteur qui est vraiment passionnant en Norvège. C'est pour ça que je m'intéresse à beaucoup de valeurs. Et vous verrez que quand on parlera un petit peu des pépites, vous verrez que finalement, j'y suis très présent. Enfin, je trouve que c'est intéressant, en tout cas à regarder. Et elle en fait partie. Ceci étant dit, je trouve qu'il y a des petits trucs qui me dérangent dans le dossier. Et on va en parler tout de suite. Alors pour l'instant, j'ai envie de dire ça me dérange, mais graphiquement, vous voyez bien qu'en hebdomadaire, c'est magnifique, hein, on va agrandir pour que vous compreniez bien. Ici, il y a des points de contact, on serait plus ou moins sur un point de contact, mais ça n'a pas une tête à vouloir rebondir. En tout cas pour le moment, au moment où je vous le dis, ça se trouve la semaine prochaine, ça rebondira fort et ça marquera le point bas ici, mais il peut parfaitement se situer à ce niveau-là, au niveau de 100, 98, 100. Donc c'est à vérifier, à voir un petit peu. Je rappelle qu'on est sur la couronne norvégienne, hein. On a l'effet monétaire aussi à considérer dans le dossier, et il peut être parfois impactant. En tout cas, ce qui concerne cette valeur-là, c'est une société qui gagne très très bien sa vie, il n'y a pas de souci, mais... j'ai envie de te dire, je sais pas si tu écoutes ce qui se passe dans le monde, mais le prix du gaz s'effondre, GNL, GPL, je pense que c'est à peu près la même chose, et il s'effondre parce que les cuves sont pleines en Europe, ça c'est la première chose. 2, il n'y a pas eu d'hiver, et je pense qu'on l'a tous vécu, enfin tous ceux qui vivent en France. Moi j'ai vu un hiver plutôt pluvieux et plutôt doux, hormis 15 jours un peu froid de mon côté, mais ça s'arrête là. Et on a des consommations de gaz qui sont faibles. Donc qui dit gaz faible dit peu de transport de gaz, donc dit baisse d'activité. Alors ils gagnent plein de sous, hein.
qu'on soit clair, hein. Ils s'en mettent plein les popoches, il n'y a rien à dire, ils doivent pas avoir beaucoup de concurrents, puis ils imposent un peu leur prix, parce que je pense que les bateaux qu'ils ont sont des bateaux très spécifiques, donc ils ont une sorte de moat, ce qu'on appelle un moat sur le sujet, mais il n'y a pas que ça dans la vie les gars, il n'y a pas que ça, il y a des choses qu'il faut vérifier, et j'ai le sentiment que ce dossier-là, il faut faire attention. Je suis plutôt sceptique. Ils annoncent quand même pour 2025-26 plutôt une baisse de chiffre d'affaires, ce qui est cohérent. Moi, je trouve assez modeste dans la baisse de chiffres. Bon, peut-être qu'ils prennent des parts de marché, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le marché du gaz, il n'est pas fait, pour l'instant, il n'est pas fait pour rebondir, hein. Donc, on est quand même sur des valeurs qui subissent un caractère saisonnier, qui subissent un caractère prix des cours des marchés mondiaux sur le gaz en l'occurrence. Et toutes ces typologies de valeurs-là, je te le dis quand même, Pierre, moi j'aime pas ces valeurs-là globalement. Voilà, c'est mon avis, ça engage que moi. Je te rappelle que je donne aucun conseil. En tout cas, je te remercie, tu es un fidèle de la chaîne qui me propose souvent des dossiers pertinents et intéressants sur pas mal de sujets. Et puis bon, tu le sais très bien, mais ça tu le sais depuis un moment, je suis pas du tout partisan du secteur gaz et pétrole. J'aime pas ce secteur, je l'aime pas pour des raisons éthiques, j'aime pas pour un tas de choses, et ça fait partie, moi, de mon ressenti à moi, j'aime pas ces secteurs-là. Et j'ai cru comprendre que ça faisait écho à certaines personnes qui cherchent à investir et qui me sollicitent pour notamment la formation que je propose. Voilà. Donc je vous remercie pour ces sociétés-là, puis n'hésitez surtout pas à me donner en commentaire d'autres valeurs pour la prochaine fois. Voilà, on va enchaîner si vous voulez bien avec les pépites et le plan de trading de la semaine. Allez, c'est parti pour les pépites. Et la première chose qu'on va parler sur les pépites à trader de Ricardo, eh bien tout simplement les PTDR, c'est Vov qui va nous décevoir. Je suis déçu, voilà, c'est comme ça, hein. Elle a baissé. J'en avais parlé à ce niveau-ci, moi personnellement, et je crois qu'il y en a d'autres qui l'ont fait. Ils ont fait un super trade ici, puisqu'on a fait à peu près plus 50%. Ça a gigoté, il y en avait un autre à faire ici, et depuis, elle baisse. Et là, il y a une news qui fait que là, ça devient trop dangereux. Et la société, à mon avis, on va l'oublier. Elle a cassé cette oblique qui était très longue, hein. Vous voyez, elle vient de très loin, et voilà. Donc on va arrêter les frais, comme on dit. Et personnellement, moi j'étais pas dedans, donc tout va bien. Je répète que les pépites à trader de Ricardo, il y a bien tous les termes dedans, c'est à trader, et j'ai pas, voilà, et à vrai dire, je suis en train de me poser la question si je dois pas changer de formule d'ailleurs sur le sujet, parce que ça correspond pas exactement à ce que je fais. C'est compliqué, hein, de donner des valeurs long terme où je suis un petit peu punchy, et en plus sur des valeurs qui baissent. Donc je vais un petit peu changer la donne, et on va modifier, je dirais, le contenu des pépites dans les mois qui viennent. Je vais y réfléchir, et je vous dirai ça quand j'aurai changé. Ce qui est intéressant, c'est de donner des choses, mais c'est vrai qu'il faut aussi que ça soit payant. Ça fait un petit moment que ça ne l'est plus. Sauf quelques dossiers. Bon, après, moi, je vois graphiquement, je travaille dessus et je m'en sors très bien. Mais c'est vrai que pour le grand public, c'est peut-être moins facile. On va remplacer Vov, qui est donc une norvégienne. On va la remplacer par OEG Autoliners, que j'ai proposé en début de vidéo. Et puis, on avait une petite place qui restait, puisqu'on a sorti OKWin de manière très judicieuse, là, par contre. Et je dirais qu'il y a une place. Et comme je me suis auto-reproché que j'étais trop dans l'énergie, et trop dans l'énergie verte, et c'est ça qui fait que l'indice des pépites, il ne monte pas, c'est qu'il a une diversité finalement qui n'est pas très importante sur je dirais, tous les secteurs, etc. Et c'est quand même la volonté de faire ça. Je vais remplacer OKWin, qui était une française, par une autre française, et je vais surprendre du monde, parce que j'ai fait une vidéo sur le CAC 40. Alors c'est une vidéo, c'est exceptionnel pour moi, ma petite chaîne, cette vidéo va faire 10 000 vues. C'est gigantesque, c'est surprenant, c'est gratifiant en tout cas. Mais j'avais donné dans cette vidéo, tout début d'année, sur le CAC 40, j'avais dit qu'il y a une valeur qui me plaisait beaucoup et qui était pour moi la valeur de l'année, sur laquelle j'étais le plus positif, le plus rassuré, le plus sentiment de... Et on va la mettre dans les pépites, et c'est une grosse valeur, c'est une grosse entreprise, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est dans un double secteur, elle est dans le secteur médical, tout en étant dans le secteur du luxe, de la mode, etc. Et s'il y en a certains qui suivent bien la chaîne, savent déjà de laquelle je parle, et cette société-là, c'est Essilor Luxottica, puisque on est effectivement dans je dirais, avec du pricing power, il y a pas mal de choses dans cette valeur qui m'intéressent beaucoup, et je vous avais dit, c'était vraiment ma favorite pour l'année. Et elle a fait graphiquement un truc très sympa, c'est à peu près ce que j'avais prévu, elle vient de le faire. Allez, on la rentre dans les pépites et on verra ce qu'elle donne. On aura une valeur du CAC 40 dans l'indice pépites, c'est quand même pas cher, il y en a 20, donc 1 sur 20 c'est pas beaucoup. Et on verra ce qu'elle donne dans le futur. En tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, Essilor, c'était vraiment la grosse valeur que je sentais dans l'année. Et je crois qu'il est temps de la mettre dans l'indice. Voilà, allez, on va regarder cette graphique tout de suite pour voir ça tout de suite.
Et donc, dans cette vidéo, je vais expliquer que je trouvais la forme graphique ici très intéressante. On avait la tasse, la hanse. Alors, on était en mensuel, hein, ça fait longtemps qu'elle traîne ici là. Mais pendant ce temps-là, la boîte, elle se porte bien. Et elle a cassé sur le mois de février. C'est clôturé. Elle a cassé ce support, ce niveau. Et elle est en train de chatouiller les plus hauts historiques. Alors, elle est au plus haut historique. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, voilà, il y a peut-être un retour qui se fera sur 189. Et si ça rebondissait sur 189 pour repartir, je peux vous dire que là, je suis ultra positif. Mais comme je l'étais déjà fondamentalement, que graphiquement il se passe quelque chose, j'ai envie de vous dire, on va la mettre dedans. On va la regarder en hebdomadaire, vous allez voir que c'est aussi sympathique sur l'hebdomadaire. Voilà, donc en hebdomadaire, ça donne ça. Vous avez ça qui était une oblique qui me paraissait sympa. Et finalement, elle a été assez bien respectée. On va la conserver parce que ça peut aller rechercher un peu plus bas sur 186, etc. Voilà, et ça peut tergiverser encore quelques semaines, quelques mois, une année ici. Mais pour moi, il n'y a pas de raison qu'Essilor s'effondre. Alors, sauf krach boursier, invasion russe de toute l'Europe, ce qui est d'ailleurs une de mes inquiétudes de plus en plus importante sur la partie géopolitique. Mais... Mais ici, l'or, c'est du costaud, quoi. C'est du costaud, ça marche bien, c'est intelligemment. Alors il y a eu une fusion compliquée avec les Italiens, mais les Italiens, ils en ont marre de se faire racheter leur boîte, hein. Ils en ont marre de se faire racheter leur boîte par les Français. Donc, Luxottica, c'est ce qui se passait avec des patrons qui n'étaient pas tout à fait en phase des uns avec les autres. Ça a mis un peu de temps à se mettre d'accord, mais là, je pense que c'est reparti. Et je vous le dis, c'était mon pari, c'est toujours mon pari 2024 sur le CAC 40. C'est la valeur dont on ne parle pas trop et qui est, à mon avis, la valeur qu'il faut suivre et qui combine, je dirais, le caractère médical, puisqu'ils font des lunettes, et bah, le côté luxe aussi, dans le sens où ils font des marques très connues et qui coûtent cher, et ça plaît aux investisseurs. Donc voilà, je pense que c'est un dossier qui avait été oublié et qui peut faire un up assez important. On verra dans le futur, on la rentre dans l'indice. Voilà, ça fait deux valeurs qui rentrent dans l'indice des pépites, et ça, c'est quand même assez exceptionnel. Et puis bah, maintenant, on va enchaîner, si vous voulez bien, avec le plan de trading. J'ai un petit plan de trading sur une valeur qu'on connaît très bien et qui me semble super intéressant. En tout cas, il a une invalidation tout proche. Je vous le dis quand même, la semaine dernière, il y a 2 semaines, je vous ai donné un plan sur OX2. Il a été réalisé et il y a des gens qui m'ont reproché d'avoir dit qu'il avait été réalisé. Il a été vraiment réalisé selon les propos que je tiens parce que je le précise, pour moi, il n'y a pas de notion de stop. Et effectivement, ce dossier a baissé, je vais vous faire voir le graphe, il a baissé fortement avec un open très, très violent. Mais moi, n'ayant pas de stop, il faut savoir qu'il se trouve que j'étais moi-même personnellement investi. Donc bonjour AMF, hein, voilà. Et ce dossier-là, bah voilà, j'ai gagné de l'argent dessus, mais j'ai pas mis de stop. Ça vous fait réfléchir quand même dans l'idée de savoir mettre des stops. Allez, je vous mets le graphe vite fait d'OX2 et puis on bascule sur le plan de training juste après sur une autre valeur. Donc voilà notre petite OX2, j'avais dit ce plan-là ici, avec une invalidation en dessous, on avait fini légèrement en dessous, c'est personnellement à ce moment-là que je suis intervenu sur le marché, et le lendemain, on a ouvert à beaucoup plus bas, et c'était parce que les news étaient tombées, et la news était bonne, et j'ai pas compris pourquoi ça s'est passé, et très rapidement, ça a remonté très fort. Et vous avez la suite ici, et on avait dit 53-54, on a touché 53-54, et ça s'est fait en 5-6 séances, donc c'est quand même 17% je crois de mémoire que l'on a fait sur le dossier. Je vous l'agrandis, voilà, ici. Alors je sais que ça c'est violent, mais je vais vous donner une astuce. Quand vous avez une ouverture en gap baissier ici, vous savez lire les news évidemment, qu'est-ce que font les gens qui ont mis des stops? Eh ben c'est la mèche là. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et les gros ont racheté. Et vous avez fait bananer. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais ce qui était sûr, c'est que sur cette valeur-là, bah voilà, le plan était bon. Il y a juste cette incartade là. Et si je vous mets en hebdomadaire, vous allez dire, bah oui, effectivement, c'était juste une mèche. Il fallait pas fermer. La question, c'est de savoir pourquoi ça a ouvert ici. Et c'est de la manipulation de marché, hein, qu'on soit très clair. Hein, c'est de la manipulation de marché. Mais moi, je peux pas vous expliquer ça. Et je l'ai vu très vite. C'est pour ça que personnellement, moi, j'étais pas trop inquiet quand j'ai vu que ça remontait fort. J'ai dit, c'est bon, ça va remonter. Parce que la news était plutôt bonne. Et on se retrouve dans une situation où on a accéléré. C'est en train de latéraliser très sympathiquement. Donc voilà, pour X2. Et moi, je suis assez content de mon trade. Et mon portefeuille s'en porte un peu mieux. Voilà concernant OX2, et on va enchaîner avec un autre graphe qui me paraît très sympa, et vous allez voir que c'est le plan du jour. Alors ça fait un petit moment que je vous dis que Alphen est en train de repartir à la hausse, on a bien vu, accélération, on avait fait un plan ici qui a été vraiment très très bon, ça gigote, ça monte, ça baisse, etc. Et je trouve que cette oblique ici, elle est très intéressante. Elle a été touchée 1, 2, 3, 4 fois, et je pense, mais j'ai peut-être tort,
que bah voilà, ça peut repartir. Et donc voilà, on est à 48,76 et puis bah ça pourrait retourner vers les 60, ça pourrait être assez sympa, ou 57, 58 à peu près. Ça pourrait être très sympathique de faire ça, et avec une invalidation bah, qui est en clôture jour, je répète, clôture jour, comme au X2, pareil, en clôture jour, ça pourrait, ce serait invalidé si ça passait en dessous. À mon avis, en tout cas, ce qui est certain, c'est que si ça baissait, bah, alors par contre, si ça baisse, je pense que ça va aller chercher une partie du gap, ou aller chercher le gap à 40. Voilà, on verra à 40 si ça baisse, et puis voilà, mais ça me paraît intelligent d'intervenir à peu près sur ces niveaux de prix, même si techniquement c'est pas le nirvana de ce que je vois comme type de bougie, etc. Mais le niveau est à travailler. J'ai vu des gens s'intéresser ici vers les 50, bah, ils se sont fait bananer. C'est plutôt, à mon avis, c'est autour de 48, 48,70. On est à 48,78. Voilà, c'est le prisme de ce que je vois sur ce graphique. On verra bien si ça se réalise. J'ai envie de vous dire, tant que le marché est positif, les plans se réalisent bien. Vous avez remarqué qu'ils étaient souvent bons, mais c'est le marché qui nous aide. Je ne suis pas Jésus, moi. C'est simplement que le marché, il valide, je dirais, des formes graphiques assez sympathiques. Et le jour où il commencera plus les valider, ça veut dire que le marché, il devient dégueulasse. Et il faudra savoir arrêter les plans parce qu'ils ne marcheront pas, tout simplement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié le contenu de cette 35e hebdo. Et puis, vous n'hésitez surtout pas à mettre des likes, à mettre des commentaires pour booster un petit peu la chaîne. Et je vous retrouve la prochaine fois pour un nouvel hebdo. Et pendant ce temps-là, ce week-end, vous pouvez n'hésiter surtout pas à regarder les formations, enfin en tout cas les vidéos qui vous apprennent et qui vous font de l'éducatif sur cette chaîne. Et puis aussi la vidéo qui vous permettra de mieux me connaître. Voilà, je vous souhaite tous un bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.